voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Imagine quelqu'un qui a toujours ressenti le monde un peu plus fort que les autres. Une enfant qui observe, qui capte, qui perçoit et qui transforme un jour cette sensibilité en force pour accompagner l'humain. Bienvenue dans Les Voix authentiques, le podcast qui éveille ta voix intérieure, celle qui ressent, celle qui relie, celle qui rayonne. Je suis Emmanuelle, j'accompagne les entrepreneurs engagés et sensibles à créer une communication alignée à leur essence, à oser leur voix et à ancrer leur présence en ligne. Aujourd'hui, j'accueille Claire Méret, psychologue, rédactrice web SEO et créatrice d'un coaching pensé pour les entrepreneurs introvertis et hypersensibles. Elle aide celles et ceux qui se sentent invisibles, qui s'épuisent sur les réseaux ou qui rêvent d'attirer leurs clients de cœur sans se surexposer. Avec douceur et pédagogie, Claire transforme le SEO en un espace simple, stable et profondément humain. Et ensemble, nous préparons un atelier pour t'accompagner à faire de ta sensibilité ta meilleure stratégie. On t'en reparle pendant notre échange. Allez, allumons les voix et découvrons celle de Claire. Bienvenue Claire parmi nous. Je suis ravie de te recevoir. Je suis très contente que tu m'accueilles aujourd'hui dans ton podcast et puis j'ai hâte qu'on puisse échanger toutes les deux. On s'est découvert via LinkedIn. Merci LinkedIn, comme quoi. Moi, toi, t'es une pro LinkedIn. Moi, je tâtonne et on va dire que je fais pas ce qu'il faut, mais c'est ok. Je voudrais déjà apprendre à te connaître un peu mieux. Quel est ton parcours? Parce que entre la psychologie et le SEO, il y a quand même un grand écart. Qu'est-ce qui t'a, quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire les deux? Pour résumer un peu mon parcours, donc moi je suis psychologue. En fait, après le bac, j'ai fait une licence de psycho puis ensuite un master et j'ai travaillé pendant 12 ans dans l'éducation nationale, donc en tant que psychologue scolaire. Et en fait, c'est en 2020, moi j'ai commencé, comme beaucoup de gens, je pense, au moment du confinement, du Covid, j'ai eu pas mal de réflexions sur le fait que je voulais me reconvertir. Voilà, ça me plaisait plus trop le cadre d'éducation nationale. Le métier de psychologue, ça me plaisait toujours, mais je pense que c'était vraiment le cadre. Je me sentais enfermée, j'avais pas vraiment de liberté. C'était un peu la routine trop monotone pour moi. Je pouvais pas faire vraiment ce que je voulais, pas accompagner vraiment les élèves aussi bien que je l'aurais voulu. Donc c'est pour ça que j'en avais un peu marre et puis je voulais me reconvertir. Et au départ, moi, j'étais complètement partie sur un autre métier. Je m'étais dit, si je me reconvertis, il faut forcément que je fasse quelque chose de totalement différent. J'avais pas pensé, par exemple, à être psychologue libérale, comme c'est le cas aujourd'hui, et j'en reparlerai un peu après. Ouais. Donc moi, je cherchais vraiment des métiers principalement en lien avec l'écriture, parce que moi, j'ai toujours beaucoup aimé écrire. Quand j'étais petite, déjà, j'écrivais un journal intime, j'écrivais des histoires. J'ai toujours beaucoup aimé écrire, l'écriture. Donc j'ai cherché un peu des métiers en lien avec l'écriture, mais c'était compliqué, parce qu'à part être écrivain, écrire des romans, mais moi, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Je savais pas trop quoi faire, et c'est en écoutant justement des podcasts. J'aime beaucoup moi le format podcast. C'est un format que j'ai découvert en 2020 aussi. Je me rappelle que j'allais marcher beaucoup et puis j'écoutais des podcasts tous les matins en lien avec la reconversion. Oui. Et un peu par hasard, en fait, j'étais tombée sur un témoignage d'une personne qui était rédactrice web SEO. Et moi, c'était un métier que je connaissais pas du tout et je l'ai découvert comme ça, donc à travers ce podcast. Et ça m'a beaucoup plu tout ce qu'elle disait. Je me retrouvais beaucoup dans son parcours. C'était une personne qui était aussi issue de l'éducation nationale. Donc je pense que je me suis aussi un peu projetée dans son parcours. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Je me suis renseignée ensuite, moi, sur le métier. J'ai trouvé une formation qui était recommandée, que beaucoup de gens avaient fait, avec des avis très positifs. Je me suis donc formée, donc tout en étant toujours psychologue scolaire, je me suis formée à côté à la rédaction web SEO. Et en fait, mon parcours de reconversion, il a duré quasiment 5 ans, parce que le temps que je me forme, j'ai commencé à travailler en tant que rédactrice web à côté de l'éducation nationale. Au départ, j'étais à 80% dans mon poste, puis petit à petit, je me suis mise à mi-temps pour me dégager plus de temps. Mais j'avais cette peur toujours, moi, de quitter le statut de fonctionnaire, parce que moi, j'étais fonctionnaire, donc j'avais la sécurité, la stabilité. Et ça m'a pris du temps, mentalement, je pense, d'accepter que oui, il fallait quand même prendre des risques parfois dans la vie.
pour s'épanouir, voilà, faire quelque chose qui nous plaît vraiment. Et finalement, au bout de 5 ans, où j'ai décidé de partir, j'ai demandé ma rupture conventionnelle. Et en fait, 1 an avant de demander ma rupture conventionnelle, j'ai eu le projet aussi de m'installer en tant que psychologue libéral. Donc c'est venu plus tard, c'est drôle. Tous mes proches d'ailleurs me disaient mais pourquoi tu fais pas psychologue libéral au lieu de te lancer dans la rédaction web qui a rien à voir. Ce serait plus cohérent d'être psychologue mais à ton compte. Et je pense que je me l'autorisais pas trop. Moi au départ, ça me semblait, je manquais peut-être de sentiment de légitimité. Ça me faisait peut-être un peu peur. Je sais pas trop pourquoi. Et je me rends compte avec le recul que c'est le fait d'avoir été rédactrice web, d'avoir découvert l'entrepreneuriat via la rédaction web, qui m'a donné confiance en fait pour me lancer en tant que psychologue, qui est Bah aussi oui, un c'était métier ton chemin. d'entrepreneur finalement. Hein, ouais. Ouais, C'est c'était la ton rédaction chemin. web qui a été un tremplin un peu vers la C'est marrant, psychologie hein? générale. Ouais, C'est c'est drôle. marrant la vie. C'est vrai que c'est marrant. Des fois, on prend des chemins un peu détournés. Et puis maintenant, je fais les deux. J'ai vraiment Bah les oui. deux activités en parallèle. Donc à la fois la rédaction web, SEO, et puis la psychologie en libéral. Mon temps se découpe vraiment entre ces deux Ok. activités-là. Et ça se passe bien? Ça se passe bien. La difficulté, c'est vraiment de gérer les deux activités. Bah Ça oui. demande un peu des ajustements parfois. Quel temps Ouais. consacrer à quelle activité, ça peut être parfois un peu prenant, mais je pense que ça se rééquilibre aussi au fil du temps. Ça va être des ajustements que je vais Ouais, c'est continuer de ça. faire aussi. Là, Ouais. là, t'es en période d'ajustement. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Ouais. Ok. Eh ben écoute, j'entends ton parcours, je l'avais déjà entendu, mais là je me dis, c'est un truc, c'est quand même un truc de malade puisque nous avons quand même plein de points communs, notamment d'avoir été fonctionnaire, d'avoir quitté la fonction publique et d'avoir et de s'être lancé dans l'entrepreneuriat et d'avoir aussi fait psycho. Parce que moi, j'ai commencé psycho, mais j'ai pas continué. Ah oui. Bref, ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que ton hypersensibilité et ton introversion ont changé dans ta manière d'accompagner les entrepreneurs? Alors, ce que ça a changé dans ma manière d'accompagner les entrepreneurs, je dirais que ça m'a donné une posture plutôt d'écoute, d'observation, Mmh. et puis de déceler peut-être leurs besoins profonds. Moi, c'est vrai que je me suis rendu compte d'ailleurs que les clientes, c'est principalement des femmes qui sont venues vers moi sur LinkedIn. Mmh. C'était des personnes justement qui étaient hypersensibles, introverties, et je pense de toute façon qu'on attire à soi un peu naturellement, C'est voilà, des sûr, personnes qui ont un peu la même énergie que nous, bien sûr. qui se retrouvent aussi dans ce qu'on peut partager. Moi, je partage beaucoup sur LinkedIn, donc je pense que dans les posts que je publie, bah, il y a des personnes qui se retrouvent un peu dans mes valeurs, dans ma façon de voir le monde, et du coup, j'ai attiré à moi pas mal de personnes comme ça, hypersensibles, introverties. Et je pense que moi, le fait de l'être moi-même, bah, ça m'a peut-être donné une posture dans l'accompagnement que je propose. Oui, très, très Mmh. à l'écoute. Je sais comprendre un peu leurs besoins, leurs peurs aussi, parce qu'il y a pas mal de blocages par rapport à se rendre visible en ligne. Ça. Moi, j'ai remarqué que c'était vraiment une difficulté. Parfois, la peur de parler de soi, de s'exposer, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé chez les personnes que j'accompagne. Et Mmh. moi, pour l'avoir vécu moi-même, bah, je comprends totalement ce qu'elles peuvent vivre. Je pense que moi, j'ai réussi à dépasser ce blocage justement de la peur de la visibilité, de s'exposer. Et donc, je peux leur transmettre aussi bah, comment moi j'ai fait pour dépasser ce blocage-là. Je leur donne un peu confiance aussi dans le fait qu'elles ont le droit aussi de s'exposer, de se rendre visible. Donc, je trouve que c'est plus facile en étant soi-même concerné, en étant hypersensible, introverti, bah, d'aider des personnes qui sont dans Bah, la bien même sûr, situation. parce que tu as fait le chemin juste avant. Voilà, c'est ça. Hein. Mm. Et c'est ce que tu disais. Et du coup, quel a été ton chemin par rapport à la visibilité, par rapport à la communication, au marketing? Comment tu t'en es sorti entre guillemets, hein? Comment tu as fait pour passer le cap et pour être à l'aise maintenant dans la visibilité? Mm. Ça a été assez long. Moi, quand j'ai commencé, on m'avait conseillé justement d'aller sur LinkedIn, de publier sur LinkedIn. On m'avait dit que c'était vraiment bien pour trouver ses premiers clients, pour voilà, pour faire grandir son activité. Et Mmh. moi, j'avais très peur au début. Et ben, en plus, comme j'étais dans l'éducation nationale encore, je me sentais Ouais. pas trop libre. Je savais qu'il y avait peut-être des collègues à moi qui regardaient ce que je faisais. Ça me mettait pas Mmh. très à l'aise. Et je sais que les premières fois, quand j'ai publié des posts, c'était vraiment, je l'ai fait, mais j'avais vraiment très peur du regard des autres. En fait, c'était beaucoup ça qui me bloquait. Et du coup, je publiais des posts assez lisses. Je me rends compte avec le recul, je disais pas vraiment ce que je pensais. C'était assez, voilà, assez convenu, assez C'est lisse. intéressant. Oui, oui, avec des mots qui me ressemblaient pas vraiment finalement, qui étaient vraiment, ouais, c'est ça, c'était pas vraiment moi. Je me rends compte quand je relis Ouais. mes anciens posts, et je pense que ça m'a bien pris plus d'1 an pour vraiment me sentir à l'aise, pour m'autoriser à dire vraiment ce que je pensais, à parler avec mes mots à moi, à donner mon point de vue, même si c'est pas forcément le point de vue de tout le monde. Et je sais pas trop comment j'ai fait. Je pense que c'est vraiment une habitude en fait que j'ai prise en publiant assez souvent. Ça m'a Mmh. permis de me rendre compte qu'il y avait pas de danger en fait à s'exposer.
j'ai jamais eu moi de retour négatif d'ailleurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir des haters, des commentaires négatifs. Moi, ça m'est jamais arrivé, ou peut-être une fois, mais je me rappelle pas vraiment avoir fait face à ça. Je pense que c'est quand même assez rare. Et donc en me rendant compte qu'il y avait pas tant de retours négatifs que ça m'a donné confiance. Et puis par contre, j'ai eu pas mal de retours positifs, des gens qui commentaient mes posts, qui disaient que ça leur plaisait ce que je disais. Et ça m'a vraiment donné Ça t'a confiance. Je me suis motivé, dit que bah oui, bien ça sûr. pouvait intéresser. Mmh. C'était intéressant de pouvoir donner son point de vue, puis des gens se reconnaissaient dans ce qu'on disait. Donc c'est ça aussi, c'est un petit peu la prise de confiance à travers les commentaires que j'ai pu recevoir. Et puis je pense une question d'habitude, à force de publier, on se rend compte qu'il n'y a pas de danger en Il y a pas quelque de sorte. risque. Que nous sommes en sécurité. C'est Et ça. c'est intéressant ce que tu dis parce que ben plus on a des peurs, plus on est insécure, moins on est soi-même en fait. Oui. Et on s'en rend pas forcément compte sur le moment. C'est ça qui est difficile. Et en ce moment, je me rends vraiment compte que la visibilité, comme plein d'autres choses, comme le sommeil, là c'est que je dis le sommeil parce que c'est ce que je suis en train de moi personnellement d'expérimenter, mais la visibilité aussi, c'est une question de système nerveux. C'est-à-dire que quand tu te sens pas en sécurité dans ton corps, quand tu fais des vidéos, quand tu te fais prendre en photo, quand tu vas t'exprimer à l'oral, comment veux-tu que tu sois, comment veux-tu être authentique et que ça se passe bien en fait. Donc le but c'est vraiment de se sentir en sécurité en soi avant d'aller plus loin. Oui, c'est vrai, je trouve Et aussi que c'est important de se sentir bien soi-même et avant de pouvoir communiquer en étant qui on est. exactement. Et pour moi, c'est vraiment un processus et tu l'expliques, c'est-à-dire que pendant cette année-là, tu as commencé à poster, même si c'était lisse, même si, et ben non, c'était pas parfait, mais en même temps, on cherche à être vrai, on cherche pas à être parfait. Donc, tu as commencé petit à petit. Et puis, tu t'es rendu compte que tu avais des bons retours, que c'était pas risqué. Et du coup, petit à petit, tu t'as pris tes marques. Oui, c'est ça. Et justement, je trouve que c'est dans le passage à l'action vraiment qu'on prend confiance. Ça, je le Mmh. dis souvent à aux clientes que j'accompagne. Ouais, Il faut le faire. En fait, tant qu'on se lance pas, tant qu'on le fait pas, qu'on passe pas à l'action, bah, on reste avec ses peurs, on se fait un peu des scénarios mentaux à se dire, bah, que les gens vont nous juger, que ça va pas aller. Puis en fait, quand on le fait vraiment, on se rend compte que non, que c'est pas dangereux et on risque rien. Et plus ouais, le temps passe, bah, plus on prend confiance. Ça nous sécurise à l'intérieur aussi sur le fait que c'est pas dangereux de publier, de s'exposer. exactement. Donc le passage à l'action, l'expérience, Mm, en fait, il y a que ça, hein. mm. Et observer les expériences qu'on fait et que finalement, c'est pas risqué et on risque, ouais, c'est pas dangereux C'est ça. finalement. Mmh. Pourquoi, selon toi, les stratégies classiques, violentes et épuisent les personnes qui sont hypersensibles et introverties? Mais je pense que c'est des stratégies qui correspondent pas à leur énergie. Moi, je Mmh. sais que je le vois pour moi. C'est d'ailleurs, ça a été une de mes difficultés au début. Moi, j'écoutais beaucoup de podcasts justement bah, sur l'entrepreneuriat où je faisais face à toutes ces stratégies assez violentes, comme tu dis, hein. Moi, c'est comme ça que Mmh. je l'ai reçu. C'est Ah vrai bah que ça me oui, semblait carrément. assez. Ouais. Ouais. C'était pas du tout dans ma façon de faire et je me disais, mais moi, j'y arriverai jamais. Je suis pas Mmh. commerciale. J'arriverai jamais à me C'est clair. vendre, à me mettre en avant. Ça me semblait vraiment pas correspondre à qui j'étais. Et je pense que c'est vrai, tout le monde ne fonctionne pas avec la même énergie. Bah, surtout quand on est introverti, hypersensible, on n'a pas une énergie illimitée. Moi, je me rends bien compte que j'ai une énergie quand même qui est limitée. Ça peut m'épuiser Mmh. facilement de faire des appels, des visios, de la Des prospection, prospections? ce genre de Mmh. choses. Et je pense que dans toutes ces stratégies dont on entend parler, qui fonctionnent sûrement, je pense que c'est vrai que c'est un modèle basique qui peut fonctionner, mais Oui, quand mais ça pas pour correspond tout le pas à monde. notre énergie, on peut vite quand même s'épuiser et puis s'en dégoûter en fait. Je pense que sur le long terme, ça tient pas parce que ça correspond pas à notre manière de faire. Et je trouve que c'est important de respecter son énergie, bah, déjà d'en être Mmh. conscient, de savoir jauger un peu son niveau d'énergie et puis de le respecter dans le quotidien, de pas outrepasser trop souvent ses limites au risque après de s'épuiser, de plus avoir envie de faire les choses ou alors de les faire mais que ça nous ressemble pas. Puis je pense que Ouais, ça se ressent dans notre communication quand on fait les choses, mais que ça nous c'est ressemble sûr. pas. Ça peut pas durer, je pense, sur le long terme. Puis ça se ressent, on n'attire pas des personnes forcément en faisant comme ça. On est bien d'accord. Et là, tu parles d'énergie et c'est un point qui est super important, c'est-à-dire que pouvoir utiliser son énergie à bon escient, ça demande de poser ses limites avec soi-même et avec l'autre. Mm. Et je pense que c'est primordial aussi dans cet apprentissage
de la visibilité, et que ça fait vraiment partie du jeu en fait. Mmh. Et avant de faire une vidéo, se poser 5 minutes, respirer, quelle est l'intention de ma vie, quelle est l'intention de cette vidéo-là, etc., etc. Est-ce que tu le fais ça d'ailleurs? De me poser avant. Alors moi, je le fais avant Ouais. les visios souvent. Avant, quand Mmh. j'ai des appels, des appels découvertes ou des appels de vente, moi, ça m'arrive vraiment régulièrement de me poser, de prendre un temps, parfois même en écoutant de la musique, voilà, qui me met dans Mmh. une bonne énergie. Mais je Ouais. trouve ça important, ouais, de pouvoir se recentrer, surtout quand on est hypersensible, introverti, de préparer en fait le moment où on va être en interaction. Moi, ça m'aide Mmh. beaucoup, oui, de me poser un peu avant. Je le conseille ça aussi à mes clientes. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Ouais, ça c'est sûr, c'est le fait de se recentrer en fait. C'est ça. Le fait de recentrer toute son énergie et toutes ses parts pour vraiment être dans l'instant présent et donner vraiment ce qu'on est là, ce qu'on a envie de donner Ouais. et le meilleur de nous-mêmes en fait. Mmh. Et moi, tu vois, je le fais avant mes rendez-vous et je le fais aussi avant de faire des vidéos et ça m'aide vachement. Donc ça, c'est une petite astuce aussi Oui. qu'on peut donner aujourd'hui. Est-ce que tu en as d'autres des astuces comme ça? Des astuces, pour se sentir bien, tu veux dire, pour être Ouais, à pour l'aise se sentir bien, pour être à l'aise dans sa communication. Je dirais aussi peut-être choisir des formats qui nous correspondent, Ouais. ne pas hésiter, voilà, à faire un choix, en fait, entre les différentes plateformes, les différents formats. Moi, je sais que j'ai des clientes qui sont vraiment pas du tout à l'aise en vidéo. Elles me disent que elles veulent pas faire de story, de réel. Dans ce cas-là, elles peuvent plutôt aller sur LinkedIn où là, c'est plutôt un format écrit qui est privilégié. Je pense qu'il faut vraiment, voilà, trouver les formats qui nous correspondent et puis ne pas chercher non plus à être partout. Mmh. On peut choisir un réseau social et puis se concentrer là-dessus, celui qui nous convient le mieux, dans lequel on se sent le plus à l'aise. Donc c'est, ouais, ne pas hésiter à faire des choix parfois et ne pas trop se disperser non plus, parce que quand on n'a pas beaucoup d'énergie, ça peut être compliqué de vouloir être sur tous les fronts à la fois. Moi, c'est un peu l'erreur que j'avais fait au début, mais je me suis rendu compte que c'était pas pertinent finalement de faire comme ça. Il vaut mieux parfois faire moins d'actions, mais mieux, et puis se concentrer, voilà, sur certains canaux de communication, Mmh. plutôt que de vouloir tout faire à la fois. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça fait combien de temps que tu communiques sur LinkedIn finalement? Ça fait 5 ans? Un peu moins? Ça fait 3 ans, je dirais. Ça va 3 faire ans? 2 ans et demi. 2 ans et demi exactement, oui. Donc, tu as expérimenté ces débuts de la visibilité il y a 3 ans à peu près. Voilà. Est-ce que tu vois au fil de ton cheminement, donc ça fait 3 ans, qu'il y a encore des choses qui chez toi sont difficiles à faire? C'est-à-dire que tu as quand même bien cheminé au niveau de ta visibilité, mais il y a encore des choses dans certains contextes ou qui sont pas encore d'écart pour toi. Est-ce que c'est le cas? Je pense que c'est peut-être les postes où il faut mettre en avant un peu mes offres, ou parler de tout ce qui tourne autour de la vente. En fait, c'est encore ça, moi, ma difficulté. Je me rends compte. Je travaille d'ailleurs là-dessus, mais je le fais mieux qu'avant quand même, hein. Ça, je le fais beaucoup plus. Je sais qu'au début, jamais je parlais de mes offres. En fait, je communiquais pas du tout sur ce que je vendais, donc Ouais. c'était compliqué. Moi, j'ai Ouais. fait des coachings entre temps qui m'ont bien aidé. On m'a fait comprendre Mmh. que il fallait de temps en temps quand même dire ce qu'on proposait, parler de nos offres, les mettre en avant. Mais ça, je pense, ma difficulté, moi, depuis le début. J'ai toujours quand Mmh. même peur que ça soit trop, que qu'on pense que je veux absolument vendre, qu'il y a que ça qui m'intéresse. Et c'est toujours une peur quand même en moi qui est beaucoup moins forte qu'avant. Et je sais que c'est une fausse croyance en fait que j'ai, mais Ouais. c'est toujours quelque chose qui vient un peu me chercher. Je sens qu'il faut que je travaille encore là-dessus et que c'est pas totalement fluide encore à ce niveau-là. Comme quoi, les peurs sont tenaces, hein. Oui, 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 mais c'est vrai, hein. Les peurs sont tenaces et comme tu le dis, plus on va les explorer et plus on va essayer de les dépasser, moins elles seront fortes, Mm. mais elles seront toujours là, à moindre mesure et on peut les dépasser de manière plus simple. Mm. Mais c'est vrai que cette question de peur et de visibilité, c'est une question qui est primordiale et selon moi qui va chercher dans la blessure de rejet. Oui. Mm. Et c'est une blessure qu'on est nombreux à avoir, à mon avis, si c'est pas tous. Mm. Et du coup, ces questionnements par rapport à la visibilité, on doit tous les avoir aussi, à
à moindre mesure selon les expériences et selon notre sensibilité, notre personnalité, etc. Mais quelles sont les peurs que tu rencontres le plus chez tes clientes? Alors moi, il y a une peur qui revient très souvent, c'est qu'elles ont peur de parler d'elles en fait. Elles veulent bien parler de leurs accompagnements ou de leur. Alors souvent c'est pas mal de coachs, moi des thérapeutes, des coachs qui viennent vers Mmh. moi. Donc elles veulent bien parler des postes un peu techniques, des postes expertise où elles vont parler de leur domaine de voilà d'expertise. Ça, elles ont pas trop de mal à le faire, mais dès qu'il s'agit de parler d'elles, bah justement de leur parcours, de leur vision du monde, de leurs valeurs, là c'est tout de suite plus compliqué. Elles ont peur que ça n'intéresse personne, qu'on a l'impression qu'elles se mettent trop en avant, de voilà même de parler d'elle, hein, ça peut être compliqué de se dévoiler en fait tout simplement aux autres. Et c'est vraiment une peur que j'ai très souvent. Moi, elle me disait à me parler de moi, même mettre des photos d'elle, parler d'elle Mmh. vraiment en tant que personne. C'est quelque chose qui est très très compliqué pour beaucoup de mes clientes. Et je pense que c'est cette peur dont on parlait de s'exposer, Ouais. et comme tu le disais, je suis d'accord avec la peur du La rejet. Hein, peur du ça c'est rejet, ouais. vraiment la blessure du rejet. Oui. La blessure, ouais. Mmh. Ouais, totalement. Et quand une entrepreneure sensible commence à s'autoriser à communiquer différemment, donc en étant authentique, en s'acceptant dans toutes ses facettes, qu'est-ce que tu observes? L'avant, l'après? Moi, ce que j'observe surtout, c'est je trouve qu'on attire à soi après les bonnes personnes, en quelque sorte, les personnes qui Ouais. ont la même énergie que nous, qui se retrouvent vraiment dans ce qu'on partage. Et il y a qu'en étant soi-même, en étant authentique, comme tu le disais, dans Mmh. ces communications, qu'on peut vraiment attirer les bonnes personnes. Et puis, c'est toujours plus plaisant de travailler avec des personnes qui nous ressemblent, qui ont la même énergie. Donc moi, c'est surtout ça, je pense, la différence que je vois, c'est qu'à partir du moment où on communique de façon authentique, on attire naturellement à soi les bonnes personnes, puis on se sent beaucoup mieux aussi. Il y a une forme de libération de se dire qu'on n'est pas obligé de jouer un rôle, on peut vraiment se montrer tel qu'on est. C'est plus facile aussi de trouver des sujets, je trouve, de communication. Moi, je sais que mes posts LinkedIn, maintenant, je suis très inspirée parce que comme je me permets de dire vraiment des choses que je pense vraiment, qui me ressemblent, c'est même un plaisir pour moi de le faire parce que c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Donc, je pense qu'on retrouve aussi du plaisir, un peu de la joie quand on crée ses contenus, ces supports de communication. Donc, il y a à la fois ce côté plaisir et aussi, c'est efficace, si on peut dire, parce qu'on attire aussi à soi des personnes Mmh. qui se retrouvent dans cette énergie, dans les valeurs qu'on peut partager. Et ça, c'est quelque chose de primordial, je pense, quand on est entrepreneur, euh, d'être authentique pour pouvoir attirer justement les personnes qui nous ressemblent. Et là, c'est aussi une belle solution pour avoir moins de déperdition d'énergie, comme tu le disais. Tu nous donnerais quelques petits tips par rapport à LinkedIn? Alors LinkedIn, moi, les conseils que je pourrais donner, ce serait surtout la régularité. C'est ce que je dis souvent à mes Ah ouais, clientes. c'est pour ça. Mais alors, J'y régularité, arrive pas. ce qui veut pas dire publier tous les jours, parce que parfois j'ai des clientes qui prennent peur, qui me disent, ah, moi, je pourrais jamais publier tous les jours. Le but, c'est pas ça. Même moi, j'ai largement réduit mon rythme de publication actuellement. Mais régularité, ça peut être par exemple 2 fois par semaine, Mm. même si c'est que 2 fois par semaine, si c'est durable dans le temps, qu'on le fait toutes les semaines, c'est déjà une très bonne chose. De toute façon, sur tous les réseaux sociaux, je trouve que la régularité, c'est quand même une des clés. Ouais, C'est par rapport à l'algorithme, de toute façon, le fait d'être présent régulièrement, ça favorise le fait que l'algorithme nous met en avant, va montrer nos posts beaucoup plus à l'ensemble du réseau. Donc, je dirais vraiment la régularité. Le fait aussi d'interagir quand même aussi avec son réseau, ne pas juste venir pour poster. Le fait de répondre aux commentaires quand on en a, de mettre des commentaires aussi sous les c'est posts ça. des autres. C'est un Ça, c'est quelque réseau. chose c'est ça, voilà. On l'oublie parfois, mais c'est quand même un réseau social, donc il y a ce côté C'est vraiment ça. communication. Communication. Et ça, c'est très important, je trouve aussi, Interaction. pour développer son audience et puis pour que nos posts soient aussi plus vus, que les gens réagissent plus avec nos posts aussi. Ouais. Ouais. Donc, et puis quand même, moi, le conseil que je donnerais aussi, c'est de faire les choses avec plaisir. Enfin voilà, de pas se forcer à publier sur des sujets dont on n'a pas envie de communiquer. Essayer de retrouver aussi de la joie dans sa façon de communiquer, dans ce qu'on partage. Et puis, rester soi-même, hein, comme on le disait, ça sert à rien d'essayer de jouer un rôle, de dire des choses qu'on ne pense pas, de donner une image de soi qui est pas la bonne, parce que de toute façon, ça finira toujours par se ressentir. Je trouve, un tôt ou tard, les gens finiront par s'en rendre compte. On est Donc, il bien vaut d'accord. mieux vraiment être soi-même dès le départ. Et puis, c'est la meilleure manière de faire, même pour être épanoui soi-même, je pense. Hein. Mm. Totalement. Totalement. Toutes les deux, on a un cœur d'aider les entrepreneurs sensibles à se sentir légitimes dans leur communication. Pourquoi, tu viens de le dire, c'est si important de se sentir légitime dans sa communication. Moi, c'est mon credo.
à travers les sites internet et à travers le marketing vibratoire et intuitif, euh, parce que je peux pas faire autrement. Euh, Comment tu expliques que c'est si important? Moi, je pense que c'est important, bah, à la fois pour soi, je pense déjà, pour se sentir bien, en fait, tout simplement dans être Mmh. entrepreneur, ça implique quand même pas mal de responsabilités. On est quand même très pris par beaucoup de Mmh. choses. Donc, si en plus on n'est pas authentique, je pense que ça peut rajouter vraiment une complexité. Et puis sur le long terme, moi, je pense que c'est pas tenable de toute façon. Le fait de vouloir coller à une image qui est pas la nôtre, je pense qu'on finit par s'épuiser. On dégage pas une bonne énergie quand on n'est pas soi-même, quand on n'est pas authentique. Et je pense qu'au fil du temps, on finit par se dégoûter même un peu de ce qu'on fait. On Mmh. a plus cette belle énergie qu'on pouvait avoir au début, on perd de la motivation. Donc je pense que c'est important pour vraiment pour soi-même en fait, pour rester épanoui, bien dans ce qu'on fait, de pas voilà de pas chercher à être quelqu'un d'autre en fait, hein, d'assumer pleinement qui on est, même Ouais, quitte à c'est ça. déplaire parfois. Hein. Je pense que il faut accepter aussi qu'on plaira pas à tout le monde. Ça, je pense que c'est important de. C'était une de mes difficultés au début. J'avais tendance à Mmh. vouloir être un peu lisse parce que j'avais peur de déplaire, peur que certaines personnes ne m'aiment pas. Ben, on en revient à la blessure de rejet, je pense, dont on parlait. Exactement. Mais en fait, on n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment se dire que de toute façon, c'est pas grave. On va attirer justement les bonnes personnes et ça va faire un tri parce qu'on va aussi rejeter, si on peut dire, des personnes qui de toute façon sont pas faites pour travailler avec nous et qu'on n'aurait pas eu envie d'accompagner de toute façon. Donc, je Ouais, pense que c'est important pour ça. Ouais. ouais. Hem, Toi qui es psychologue, est-ce que ça t'aide justement, dans tes accompagnements, tout ton parcours, alors bien sûr, tu étais dans l'éducation nationale, mais qu'est-ce que ça t'apporte en plus dans tes accompagnements? Je pense que c'est surtout au niveau peut-être de l'écoute vraiment des besoins, des demandes des personnes, savoir décrypter quels sont vraiment leurs besoins réels en fait. Derrière, Mmh. parfois une demande qui est amenée, par exemple une demande de visibilité, réussir à creuser qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. Visibilité, c'est un terme assez vague, assez générique. Essayer de voir est-ce que la personne en fait elle cherche de la notoriété, réussir à vendre ce qu'elle propose, réussir tout simplement à assumer qui elle est. Parfois, il y a derrière une demande un peu générique, on peut creuser pour essayer de voir mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière. Et puis, au-delà de l'accompagnement en référencement, en rédaction web SEO, moi, j'ai toujours ce côté où j'accompagne quand on fait des visios. Bah, j'ai ce côté, peut-être que c'est mon côté psychologue qui s'exprime, où j'essaye toujours de justement les aider sur leurs besoins profonds qui n'ont pas forcément été exprimés au début, mais que moi j'ai pu déceler, puis on peut en parler ensuite lors des visios qu'on fait ensemble. Donc je pense que c'est peut-être ça qui différencie mes accompagnements, c'est que j'ai ce côté, bah, de toute façon ma sensibilité aussi que j'ai, ça Bah que je oui. porte aussi en moi. Je pense que ça m'aide aussi à être ouais, vraiment dans l'écoute aussi, dans l'empathie avec la personne. Et souvent d'ailleurs, c'est les retours que j'ai, les clientes que j'accompagne, elles me disent que bah, les textes que je leur fournis ou quand je les aide à communiquer sur les réseaux, que c'est exactement ce qu'elles auraient pu dire. En fait, ça ressemble vraiment à ce elles-mêmes elles auraient écrit. Donc je pense que Mmh. ça me donne cette capacité peut-être à cerner la façon d'être de la personne, sa personnalité, ses valeurs, et puis à les retranscrire du coup dans les textes que je leur propose. D'accord. Tu peux nous parler un peu plus de ton accompagnement, justement, en quoi ça consiste? Donc il y a LinkedIn, il y a le SEO. Comment est-ce que tu conjugues tout ça? Oui. Alors actuellement, moi, j'ai deux offres principales. Donc sur LinkedIn, en fait, j'accompagne mes clientes à communiquer. Donc c'est moi qui rédige leurs publications, mais ça passe vraiment par des échanges. C'est pas moi qui rédige à partir de rien. On fait vraiment des visios ensemble pour qu'elles me disent de quoi elles Mmh. ont envie de parler. Moi, je peux leur donner des idées éventuellement. Et puis on échange vraiment sur les sujets. Moi, je prends beaucoup de notes. Comme ça me permet de m'imprégner aussi de leur façon d'être, de leur façon de parler. Et c'est comme ça que je peux créer des publications après qui leur ressemblent vraiment, tout en les conseillant sur un peu les thématiques des posts. Parce que parfois, comme je disais, elles ont envie de parler que de leur expertise, des sujets un Ouais. petit peu, voilà, de ce qu'elles proposent. Et moi, je les encourage aussi à mettre en avant bah, qui elles sont, hein, de parler d'elles, mettre en avant leur personnalité, leur personne. Donc voilà, c'est un travail qui se fait de cette manière-là. Et Mmh. puis en SEO, maintenant, moi, l'offre que je propose, c'est donc un coaching. Je crois que tu en as parlé un petit peu au début, Mmh. un coaching SEO. Donc en fait, je rends mes clientes moi autonomes vraiment en SEO. Donc le SEO, c'est le référencement. Ça sert à positionner son site internet en bonne position dans les résultats de Google, de Mmh. façon à attirer plus de clients et puis surtout les bons clients, les clients qui correspondent vraiment les personnes qu'on veut vraiment accompagner. Donc ce coaching-là, il se déroule en 4 semaines et pendant ces 4 semaines, bah, il y a des vidéos de cours que les personnes peuvent regarder en autonomie. Il y a des exercices à réaliser directement sur leur site, comme ça elles perdent pas de temps, elles appliquent directement la théorie, si on peut dire, sur leur site internet. Et puis chaque semaine, il y a une visio individuelle où on échange bah, sur la thématique de la semaine, on corrige ensemble l'exercice et puis moi je peux leur donner des pistes, voilà, en fonction
fonction de leurs questions, des choses à clarifier. Donc voilà comment fonctionne ce coaching-là. C'est sur 4 semaines et l'objectif, c'est vraiment qu'après le site internet soit au niveau du SEO, tout soit carré et puis que la personne surtout soit autonome pour pouvoir mettre en place après les ajustements. Au fil du temps, il y a toujours des petits ajustements à faire. Donc c'est important que les personnes sachent quoi faire à quel moment pour voilà pouvoir être autonome sur le long terme. Génial. Et donc là, c'est pour les rendre autonomes. Est-ce que si une cliente vient te voir pour faire son SEO, c'est quelque chose que tu proposes? C'est quelque chose qu'on me demande encore. Ouais, j'ai encore quelques demandes. Je prends encore quelques clientes. Alors j'ai moins de créneaux disponibles Mm. pour cette prestation-là. Mais oui, ça m'arrive encore. J'en ai qui me font appel à moi pour les articles de blog notamment. C'est Ouais, important pour le référencement, ça aussi, d'avoir un blog alimenté régulièrement. Donc là, en ce moment, je travaille avec 2 clientes pour leurs articles de blog. Je leur écris régulièrement des articles de blog. d'accord. Et quand tu écris des articles de blog, c'est un copywriting qui est particulier en fait, avec certains mots qui sont référencés. C'est ça qui est important. Voilà, c'est ça. Il y a à la fois le Mm. côté, l'article doit être rédigé sur le ton de ma cliente. Il faut que ce soit quelque chose qui corresponde à son univers, à sa personnalité. Et il y a aussi le travail de SEO. Donc, c'est un travail de mots-clés principalement. Il faut placer certains mots-clés à certains endroits stratégiques pour que C'est l'article ça. puisse vraiment ressortir sur Google et puis attirer des clients sur le site internet. Ouais. Et là, la question qui me vient, c'est justement, on vit dans un monde où tout va très vite et où l'intelligence artificielle a pris sa place. Comment tu le vis ça? C'était une de mes craintes. Bah, d'ailleurs, c'est beaucoup de Mmh. rédacteurs web là en ce moment qui ont cette crainte-là. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé aussi mon coaching SEO. C'était pour pas rester que sur de la prestation comme je faisais avant, parce que ça, je pense qu'il y aura quand même moins de demandes. Il y a beaucoup de clients qui font maintenant appel à l'intelligence artificielle, qui n'ont pas forcément le budget aussi pour Ouais, déléguer. Donc, c'est sûr que l'intelligence artificielle, ça reste une solution pratique pour pas mal de personnes. Donc ça, je suis consciente de ça et d'ailleurs, il y a moins de demandes, hein. Moi, je me rends compte, il y a quand même moins de demandes des prestations en mmh, rédaction comme je pouvais en avoir il y a 3 ans. Et c'est pour ça, moi, que j'avais aussi créé mon coaching pour aller vers une mission quand même plus d'accompagnement pour que les personnes puissent vraiment comprendre les mécanismes et puis qu'il y ait ce côté coaching qui va quand même au-delà d'une prestation où je fais à la place de la personne. c'est Donc, ça. je pense que il y aura toujours des besoins quand même de rédacteurs web. D'ailleurs, moi, les clientes qui font appel à moi, elles veulent pas, enfin, l'intelligence artificielle, elles savent très bien que ça existe, elles pourraient l'utiliser, mais ça correspond pas à leur façon de faire. Puis on voit quand même que les textes qui sont Mmh, générés, ils sont très plats, très lisses. Il y a quand même besoin souvent de les retravailler. Ça prend du temps de toute façon. Donc, je pense que faire appel à un rédacteur humain, ça permet quand même d'avoir des textes d'une autre qualité. Et ça, je pense que ça totalement. restera. Il y aura toujours des clients qui voudront des textes quand même au haut de gamme, si on peut dire, et puis d'autres qui feront appel à l'intelligence pardon, artificielle, ce qui est pas forcément mal, hein. Je pense que chacun fait après selon son budget, selon ses Oui, envies. tout à fait. Après, ce qu'on peut dire par rapport à l'intelligence artificielle, c'est ce que tu disais, c'est de reprendre, d'avoir une base et puis ensuite Oui, de reprendre le texte oui. justement pour lui donner notre saveur en Oui. fait. Ouais, ça c'est indispensable. On le voit beaucoup d'ailleurs sur LinkedIn. Il y a beaucoup de posts maintenant qui sont générés par l'IA, mais je trouve que ça se voit vraiment au premier coup d'œil, ceux qui ne sont pas du Mmh, tout retouchés. Et je trouve que ça donne vraiment pas envie en fait de les lire. Ça peut mmh, décrédibiliser, je pense, les personnes qui servent de l'IA sans du tout retoucher leur texte. Je trouve qu'au bout d'un moment, ça peut lasser aussi l'audience. Et ouais, puis on a moins de d'interaction aussi avec les gens. Donc je pense qu'il faut quand même se méfier. On peut l'utiliser comme base, mais il faut toujours repasser dessus, reformuler. Faire les choses à sa manière, encore une fois, pour être authentique, en fait, avoir une voix vraiment personnelle et pas quelque chose de lisse, de plat, de fade comme peut le faire l'IA. ouais, totalement. Et quand c'est lisse et plat, il y a aucune authenticité. Oui, oui, c'est vrai. Et qui dit authenticité dit vulnérabilité, dit unicité. Et l'intelligence artificielle est tout sauf ça. C'est On est vrai, je bien suis d'accord. d'accord. On est bien d'accord. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, mais à bon escient, quoi. Oui, ouais, c'est exactement. Mmh. Tu l'utilises toi-même ou pas? Moi, je l'utilise un petit peu parfois pour me donner des idées quand je manque d'inspiration. Ça peut m'arriver, mais jamais je prends le texte tout fait. Moi, j'ai toujours repassé dessus. Pour les posts LinkedIn, ça m'arrive de moins en moins parce que maintenant, comme je communique vraiment selon qui je suis, j'ai Mmh. vraiment moins besoin. J'ai des idées qui me viennent assez naturellement. Ma façon de rédiger, j'écris un peu comme je parle finalement. Donc, j'ai vraiment plus besoin de l'intelligence artificielle. Mais ça peut aider parfois pour trouver des idées de plans, même quand on rédige un article Ouais. qui nous donne des grandes idées de lui et quels axes il aurait développé, faire des plans, parfois reformulés. Faire des résumés aussi, ça peut être Mmh. utile, ou chercher des sources, ce genre de choses. Mais moi, c'est vrai que je l'ai jamais utilisé tel quel, en tout cas sans retoucher les textes. Ça me correspond pas en fait le résultat. Je trouve que c'est trop lisse, hein, comme on le disait. On voit tout de suite, il y a des tournures de phrases qui sont très caractéristiques, je trouve. Donc Mmh. ça me plaît pas moi le résultat qu'il nous fournit. Ouais. OK.
Ok, ok. On prépare ensemble un atelier qui aura lieu, alors un atelier gratuit, qui aura lieu le 30 janvier à 11 heures et qui réunit nos deux approches. La tienne ancrée dans le SEO doux et la mienne centrée sur la voix et la vibration. En quoi notre duo est complémentaire selon toi? Ben moi, je pense qu'on a de toute façon déjà les mêmes valeurs, la même vision des Ouais, choses. Ça, c'est important. Je pense que c'est vraiment bien qu'on puisse se retrouver sur des choses en commun. Toutes les deux, on prône l'authenticité, voilà, le fait de communiquer à sa manière. On a toutes les deux aussi comme clientes de cœur, si on peut dire, bah, les personnes hypersensibles, introverties, parce que c'est des personnes, on le sait, qui ont du mal quand même à communiquer justement à leur manière, sans s'épuiser. Donc, je pense que voilà, on a conscience toutes les deux de ces enjeux-là, puis on a à cœur d'aider ces personnes-là. Et complémentaires, bah, je pense on a vraiment des casquettes différentes, si on peut dire, ouais, et on va pouvoir vraiment, à nous deux, je pense qu'on peut vraiment faire en sorte que les personnes soient bien accompagnées de façon globale, proposer un carrément. accompagnement vraiment de A à Z, qui ne serait pas le cas si elles faisaient appel soit à l'une, soit à l'autre. Je pense que c'est bien qu'on puisse être mêler en fait nos deux expertises et puis proposer quelque chose de vraiment global aux personnes qui en auraient besoin. Totalement. En tout cas, pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient envie de s'inscrire, le lien est en description de l'épisode. On vient tout doucement vers la fin de notre épisode. Claire, si ta voix intérieure pouvait transmettre un seul message à celles et ceux qui nous écoutent, un message pour avancer, et là on est en janvier 2026, pour l'année 2026, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour s'apaiser, pour oser? Qu'est-ce que tu pourrais leur Moi, ce dire? que je leur dirais, c'est de vraiment respecter leur énergie, respecter qui vous êtes, respecter votre énergie, et puis n'ayez pas peur en fait d'être vous-même. Je pense que ça, moi, c'est un message que j'aurais bien aimé entendre, que j'ai entendu d'ailleurs dans des coachings que j'ai fait ensuite. Mais n'ayez pas peur d'être vous-même et de montrer des facettes de vous que vous n'avez justement qui vous font peur, que vous avez peur de montrer, parce que c'est justement ces parts de vous là qui vous font honte, qui vous font peur, qui vont attirer à vous les bonnes personnes, qui vont faire que vous serez apprécié, qui vont faire que ça va fonctionner ce que vous faites. Donc je pense Mmh. qu'il faut vraiment pas hésiter. Et c'est justement les parts de nous qu'on a du mal à montrer qu'il faut montrer. Je pense que c'est ça qui est difficile, Exactement. mais C'est c'est un peu totalement paradoxal, ça. mais c'est le message que je donnerais vraiment, ouais. C'est totalement ça. C'est fou. C'est fou l'humain, comment il est, hein? Oui, c'est vrai. Mais c'est ça qui est captivant aussi, je trouve, hein, de pouvoir décrypter un peu tout ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis, ce qui est important aussi, et je pense qu'on le fait tous, entrepreneurs, on aide les personnes qu'on était il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on a fait le cheminement et que donc on est en mesure de donner les outils aux personnes qui en sont là où on était il y a quelque temps. Et je pense que c'est exactement ça qu'on fait, que ce soit toi ou moi. C'est vrai, t'as raison. Moi, je me rends compte que j'ai tout le cheminement que j'ai eu là depuis ces 5 dernières années. C'est vraiment ce que je transmets aujourd'hui à mes clientes, et je pense que c'est Mm. ça qui nous donne aussi une expertise, Et une voilà, une légitimité. expérience, une légitimité, hein, oui, je suis Mm. d'accord. Totalement. En tout cas, Claire, merci beaucoup pour ta présence ici. Et puis, on se retrouve le 30 janvier, hein. Bah, merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très contente qu'on ait pu échanger toutes les deux. Moi aussi, merci beaucoup. Merci. J'espère que cet échange avec Claire t'a inspiré et t'a ouvert une nouvelle façon de voir la sensibilité, le marketing doux et la puissance d'une communication qui respecte ton énergie. Tu retrouveras en description les liens vers son univers, son accompagnement SEO pour entrepreneurs introvertis et hypersensibles, ainsi que toutes les infos pour participer à notre atelier le 30 janvier et si ta sensibilité devenait ta meilleure stratégie de communication. Si cet épisode t'a touché, pense à le partager à quelqu'un qui se sent souvent trop sensible pour le marketing traditionnel ou à une personne qui rêve d'attirer ses clients de cœur sans s'épuiser. Pour recevoir chaque semaine les nouveaux épisodes, mes inspirations et les coulisses du podcast, tu peux t'inscrire à la newsletter Vibration Authentique. Le lien est juste en dessous. Un immense merci à Rodrigue le Pirate pour la musique et le montage, à Anaïs Cotreau pour son soutien sur les réseaux et à Claire Thomas pour ses conseils stratégiques. Prends soin de ta voix intérieure et à très vite pour un nouvel épisode des Voix authentiques.